Vous l'avez peut-être remarqué, les succédanés de viande végane et végétarien prennent de plus en plus de place dans les rayons des supermarchés en Suisse. Leur nombre a tout simplement doublé en 5 ans. Et la Coop compte bien se positionner sur ce nouveau marché. Nous avons au niveau de la viande et du poisson une centaine d'alternatives à ce type de produit. On peut donner un chiffre qui est intéressant, c'est qu'un cinquième du chiffre d'affaires des burgers est réalisé aujourd'hui avec des burgers d'origine végétale. Nous sommes allés au Petit Bonheur La Chance dans les rayons de ce supermarché en périphérie de Nyon pour voir comment le consommateur réagit face à ces nouveaux produits. Alors madame, vous êtes face à un rayon avec plein de substituts de viande végane. Vous connaissez ? Je ne connais pas trop, je dois dire. Je vois qu'il y en a beaucoup plus qu'avant et c'est vrai qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans, donc j'ai pas pris le temps de regarder. Voilà. Les pois chiches, je n'aime pas. Et je sais que c'est bon pour la santé, c'est protéiné. Et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour les manger. Et ça vous arrive souvent d'acheter des substituts de viande végane ? Non, pas souvent. 1 à 2 fois par mois. Je dirais que c'est à essayer, mais je n'irais pas naturellement l'essayer de moi-même, on va dire. Pas du tout vegan, non, au contraire. Quand vous voyez ces produits véganes, le rayon qui est à côté de vous là-bas, ça vous donne envie d'essayer ? Non, pas vraiment. Je prends le rayon d'à côté, éventuellement les pâtes, mais pas celui où il y a les produits véganes, non. Bon, lors de notre petit coup de sonde, qui n'a rien de scientifique, l'enthousiasme n'était pas vraiment au rendez-vous. Pour le moment, malgré l'expansion des rayons, ces substituts à base de plantes restent des produits de niche qui ne pèsent que 2,3% du marché de la viande dans la grande distribution. Mais le secteur est en plein boom. Le chiffre d'affaires des substituts de viande a quasiment doublé en 5 ans. Il s'élevait à 117 millions de francs en Suisse en 2020. En détail, le groupe des produits transformés devance largement l'ensemble des produits relativement bruts que sont le tofu, le tempeh et le seitan. Alors vous avez carrément consacré un rapport à l'alimentation à base de plantes en Suisse ? Oui, nous avons réalisé un rapport, nous avons effectué un sondage auprès de 2200 personnes en Suisse que nous avons croisé avec nos données Supercard pour voir quelle est l'évolution de ce marché. Et on a sorti quelques éléments extrêmement intéressants. Par exemple, on constate que 58% des gens en Suisse, on le voit ici, renoncent plusieurs fois par mois à consommer des produits d'origine animale. Et ils se concentrent, ils remplacent ces produits par des produits d'origine végétale. Ce sont donc davantage les flexitariens, des omnivores qui mangent moins de viande, qui portent la croissance de ce marché que les véganes et les végétariens. Ils représentent respectivement 0,6 et 4,1% de la population. De plus en plus de consommateurs se tournent donc vers ces produits pour l'environnement, la santé, le bien-être animal ou juste pour varier. C'est le cas d'Élodie et Thierry. Les succédanés de viande, ils en raffolent. On cuisine certainement ces succédanés de viande, pratiquement 1 fois par soir, en tout cas quand on est à la maison et qu'on fait la cuisine nous-mêmes. Ouais. C'est pratiquement au moins 5 soirs par semaine, je dirais. Le midi, on mange très rarement à la maison, donc voilà. Et les week-ends, si c'est pas resto, on en fera encore. Ouais. Et jamais 2 fois la même chose, hein. Par contre, voilà. Beaucoup d'alternatives dans ces produits végés. Et ça n'aurait pas été possible il y a quelques années ? Ça aurait été possible, par contre, le choix aurait été limité. Et que de choix dans leur réfrigérateur où sont stockées leurs réserves pour les 10 prochains jours. Élodie et Thierry aiment ces produits et pourtant, ils ont des régimes alimentaires différents. Je suis totalement flexitarien, donc j'aime la viande, hein, je l'avoue. Par contre, j'ai réduit ma consommation vraiment drastiquement. À la maison, ça sera toujours végétarien. Et puis, de temps en temps, si on sort au restaurant, me faire une entrecôte, oui, c'est avec plaisir que je le fais. Mais j'essaye, dès que j'ai une alternative non carnivore, de manger, donc végétarien. Alors, mon régime alimentaire, je dirais que je suis une flexi-végétalienne ou flexi-végane. C'est-à-dire que je suis végétarienne, ça c'est sûr, je ne mangerai pas d'animal. Et en général, pas de produits provenant de l'animal. Donc pas de fromage, pas de lait,
Pas d'œufs, mais bon, ça c'est dans la théorie. Il est vrai que ça arrive parfois que je mange du fromage, on va pas se mentir, une bonne raclette, une bonne fondue, c'est bon. Carnivore pendant des années, Thierry a côtoyé des amis qui l'ont amené à changer ses habitudes. Ça nous fait prendre conscience justement sur le bien-être des animaux, à réfléchir à ça, parce que je ne me faisais pas il y a 6 ans en arrière. Fallait manger et puis je mangeais, quoi. Les chips. Ça va, moi ça va. Et alors, ces burgers végétaliens, c'est bon? Moi j'adore, mais je connais que ça. J'ai pas la comparaison à la viande. Bah, c'est clair que dans un burger, on verra avec la sauce et les aliments qu'on rajoute, ça peut passer inaperçu, comme de la viande hachée. Pourquoi vous achetez des produits industriels? Bon, ils sont bons au niveau goût, ils sont vraiment bons, et puis c'est surtout par, je pense, manque de temps. Si j'avais vraiment tout le temps du monde, je m'amuserais à tout concocter moi-même, à tout faire moi-même. D'ailleurs, j'en fais des burgers. Mais bon, je peux les faire que le week-end, parce que c'est vrai que la semaine, avec le rythme, c'est pas facile. Et puis là, c'est une solution de facilité. Pas facile en revanche de savoir ce que contiennent ces produits industriels. Il y a des applications qui nous permettent de savoir, au niveau de la composition, si c'est bon ou pas bon. Donc si j'ai 2 alternatives, je vais les scanner les deux. Il y en a un qui dira bon, l'autre pas bon. Bien évidemment que je vais prendre que le bon. Mais tous ces succès d'années de viande qui finissent parfois dans nos assiettes, que valent-ils d'un point de vue nutritionnel? Sont-ils bons pour la santé? Pour le savoir, nous avons amené à une diététicienne une quarantaine de ces produits. Quand j'ai lu les étiquettes, donc j'ai plutôt été étonnée ou choquée de voir que des fois dans un produit, il y a finalement qu'un tiers qui est du produit brut et le reste finalement c'est que de l'ajout. Sur ce produit-là, quand on prend la liste des ingrédients, donc déjà principalement de l'eau, et concentré de protéines de soja, 11%, et ensuite on va avoir protéines de blé 6%, donc en fait au total sur ce produit-là il n'y a que 17% de produits bruts, enfin de produits sources de protéines. Tout le reste finalement on a de l'huile végétale, enfin des mélanges de condiments, enfin des adjonctions supplémentaires. Ils sont en tout cas pas meilleurs que d'autres produits hyper industrialisés qu'on va trouver sur le commerce à base de viande. Donc, de manière générale, les produits qu'on dit ultra transformés sont peu conseillés pour la santé. Pourquoi? Parce que justement, ils contiennent tout ce qui va être, comme je disais, des colorants, des conservateurs, exhausteurs de goût, mais surtout contiennent souvent trop de matières grasses, trop de sel et trop de sucre, et sont appauvris en certains nutriments, par exemple, parce que dans les procédés de fabrication, quand on va chauffer les aliments, il y a une partie des nutriments qui vont s'en aller, par exemple. Il y a quand même une demi-douzaine de ces produits qui trouvent grâce auprès de notre diététicienne. Je les ai tous mis de ce côté-là pour tous les produits véganes qui ont eu, et végétariens qui ont eu mes faveurs. On va en avoir, j'en ai sorti 6 finalement, qui sur les mêmes critères, comme je disais, vont contenir passablement de protéines, peu de matières grasses, pas trop de sel et surtout une liste d'ingrédients courte. Conclusion, un label vegan implique qu'un aliment ne contient aucun produit d'origine animale, mais cela ne veut pas dire qu'il est bon pour la santé. Alors à quelle fréquence doit-on consommer ces produits véganes ultra transformés? C'est en tout cas de garder une consommation le plus bas possible, par exemple 2 fois par semaine, maximum 3 de ce type d'aliments, ce serait encore mieux. Mais alors, comment faire? Ce que je conseillerais, c'est de partir sur une alimentation brute, donc plutôt, le plus brut possible, le moins transformé possible, donc plutôt par exemple partir sur du tofu ou ce qu'on appelle du corn ou du seitan qui est peu transformé, ou alors d'aller sur des légumineux comme les lentilles, les pois chiches. Si c'est quelqu'un qui est aussi flexitarien, il y a aussi tout ce qui est des produits laitiers, donc tout ce qui va être fromage, lait, yogourt aussi peut compenser une partie des protéines. L'alimentarium de Vevey consacre en ce moment une exposition au véganisme. Et on y parle de la question des substituts. Pourquoi on est obligé d'avoir une fausse saucisse, une fausse escalope, un faux burger? Pourquoi ça doit être une copie conforme?
Parce que, en fait, en tout cas pour les véganes ou pas mal de gens qui sont végétariens, ils aiment bien le steak, la saucisse, dans sa texture, dans sa saveur, le fait de pouvoir faire un hot dog qui peut être pratique à emmener avec soi, ou de manger un hamburger, ou d'avoir de la viande hachée ou un simili viande hachée pour faire un hachis parmentier. Donc c'est des choses qu'on a l'habitude, on sait les cuisiner, on sait les faire et on a l'habitude de les manger. Avec des codes qui sont communs. Le code, ça peut être le code d'aller faire des grillades sur le bord du lac, mais là ça peut être aussi utile, pratique, et puis sincèrement partagé de faire aussi sa saucisse végétarienne à côté de la saucisse de porc qui serait juste là. Donc c'est des choses qui vont permettre de réancrer cette alimentation végétale aussi dans un quotidien culturel. Parmi les thèmes abordés dans l'exposition, l'environnement. On y apprend notamment qu'un régime alimentaire à base de plantes est bénéfique pour la planète. La réduction, ça va dépendre un peu des études, ça va dépendre des régimes, et ça va dépendre des marqueurs. Mais on peut avoir une réduction significative, ça peut aller jusqu'à 50% de réduction ou d'impact moindre sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Mais qu'en est-il des substituts de viande industrielle ? Nous avons contacté une entreprise de conseil en durabilité basée à Chafouz qui a calculé et comparé l'éco-bilan de 5 produits carnés avec leur équivalent végétarien. Résultat, sur les 5 produits carnés, 4 ont un impact environnemental plus élevé que leur alter ego végétarien. Seule exception, ce cervelas des licornes. Pourquoi les produits véganes sont-ils meilleurs pour l'environnement que la viande ? Les animaux doivent manger environ 3 fois plus pour produire une unité ou 1 kilo de viande. Si nous mangeons directement les aliments végétaux comme le soya, l'impact environnemental est beaucoup plus faible. Mais si le soja vient du Brésil, de l'Amazonie, alors on a besoin de manger moins de soya que ce qu'il en faut pour nourrir les animaux. Les transports sont donc moins importants et l'impact sur la production de soya est également moindre si les aliments pour animaux ne doivent plus être importés. Les perspectives de développement pour le marché des succédanés de viande sont florissantes, en attendant l'arrivée tant annoncée d'un autre type de substitut, la viande de culture. Et en attendant que la viande de culture n'arrive dans nos frigos, l'industrie des substituts de viande se développe à toute allure. Mais reconstituer des saucisses, du steak haché ou des nuggets à partir de produits végétaux est une véritable science. Au Royaume-Uni, les entreprises rivalisent de technologies pour y parvenir. Reportage de Clément Burquet. Les imitations de viande végane qu'on trouve au supermarché ne sont pas produites dans une charmante ferme bio, non. Plutôt dans un endroit comme celui-ci, un centre industriel flambant neuf en Irlande du Nord. Des machines travaillent quasi en continu pour produire nos viandes et nos saucisses végétales. On produit des nuggets de poulet aujourd'hui. On utilise de la protéine de blé et on fait environ 275 portions par minute. C'est très rapide. Cette usine fabrique chaque mois 1,5 million de barquettes de fausses viandes qu'elle exporte ensuite aux 4 coins de la planète. Peu de gens le savent, mais le pays qui lance le plus de nouveaux produits véganes, c'est le Royaume-Uni. Selon les fabricants, manger ces substituts serait meilleur pour la santé et pour l'environnement. Ici, c'est donc devenu un marché lucratif. On en vend chaque année pour 530 millions de francs, contre 70 millions en Suisse et 120 millions en Allemagne. On fait des saucisses de chorizo vegan. Regardez comme la couleur de la pâte est vive. Pour Sarah Savage, créer ces produits était un véritable défi scientifique. Son entreprise a investi des millions pour développer ces nouvelles méthodes de production. Ça, c'est un ingrédient intéressant, ça limite la graisse animale. On a développé une technologie pour faire de la graisse à base de plantes qui font à une température très élevée. Beaucoup de produits véganes utilisent de l'huile de palme qui font à une température plus basse et laissent des trous dans votre produit. Elle dirige une vingtaine de chimistes qui ont pour mission de concocter des recettes de nouvelles fausses viandes. Sa plus grande fierté, son bacon végétal.
On fait un bacon à base de plantes. On utilise 2 pâtes différentes, une rouge et une blanche, pour imiter le porc et la graisse de porc. On les mélange et on les extrait séparément pour donner cette apparence de bacon. Pour elle, le plus difficile, c'est de recréer la sensation que procure la viande en bouche. Pour retrouver cette texture, elle a fait des expériences avec toute une série de protéines végétales, du soja, des champignons, du blé ou encore des pois. C'est un mélange de protéines de pois et de blé. Il y a beaucoup de fibres et c'est très solide. Ça va vous donner une texture de poulet. La clé, c'est d'avoir un bon niveau d'hydratation. On ajoute après d'autres ingrédients, des additifs pour le goût, des colorants, ce qui donnera le produit final. Une fois qu'elle obtient sa formule magique, son équipe y ajoute des vitamines et d'autres nutriments, puis convertit le tout en une pâte spéciale. Sa purée passe au travers d'une multitude de machines qui constituent de petits pâtés de viande, et voilà le résultat. Regardez comme ils sont dorés et croustillants. Ils sentent tellement bon. Je vais en ouvrir un pour montrer à quel point la texture ressemble à du poulet. Ils ont de longues fibres, c'est blanc, vraiment l'apparence de vrai poulet. Pour le manager de cette usine, si ce marché est en pleine expansion, la compétition est féroce. On a investi 40 millions de francs dans notre nouvelle usine. Pourquoi on a fait ça? On l'a fait parce qu'il y a environ 30 ou 40 différents producteurs majeurs de viande à base de plantes. Et ils font tous des produits assez similaires. La tendance, c'est que dans 3 ou 4 ans, ce nombre va baisser et il va rester seulement les 5 ou 6 meilleurs. Et ce sont ces 5 ou 6 qui vont créer des produits fantastiques. Ce mois-ci, son usine a marqué un grand coup. Elle va produire les imitations véganes de bâtonnets de poisson pour la COP. Mais ce manager ne compte pas s'arrêter là. Il espère lancer toute une gamme de produits véganes en Suisse d'ici la fin de l'année. C'est un marché qui bouge très vite. La nourriture à base de plantes que vous achetez maintenant dans votre supermarché en Suisse ne sera probablement pas la nourriture que vous allez manger l'année prochaine. Ça va changer très vite. Le marché helvétique est très convoité par les producteurs britanniques. Ils savent les Suisses soucieux de réduire leur consommation de viande. Au nord de l'Angleterre, on trouve Quorn, l'un des principaux fournisseurs de viande végétale de la Migros. Cette société conçoit ses produits à l'aide d'un champignon qui crée une protéine pour imiter la texture de la viande. Quorn peut ensuite transformer cet ingrédient magique en nuggets de poulet, en saucisses ou encore en viande hachée pour préparer la sauce bolognaise. C'est exactement comme la recette de ma grand-mère. Pour le patron, cette technologie qui se nomme mycoprotéine est révolutionnaire. Vous obtenez cette pâte après le processus de fermentation. On forme cette pâte et on ajoute différents ingrédients pour créer différentes saveurs. Quorn a lancé ses produits en Suisse en 1996 déjà, mais a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Son plus grand défi ? Convaincre les clients helvétiques. Les consommateurs suisses sont très prudents et regardent de près ce qu'ils achètent. Ils veulent vraiment savoir si une marque est crédible, si ce que vous voyez et mangez est cohérent. La marque s'est donc alliée à la Migros pour vendre des produits sous le label Cornature. Résultat, Quorn annonce près de 15% de part de marché en Suisse. On veut montrer qu'on n'est pas que des acteurs du passé, mais qu'on peut continuer à aller de l'avant. On a décidé de continuer à travailler avec Migros et nous prévoyons ensemble de lancer de nouveaux produits. Mais au final, ces viandes végétales sont-elles aussi bonnes qu'un bout de poulet ou qu'un steak? Direction Londres, où nous avons décidé de faire un test. Nous avons demandé à une chef végane anglaise de préparer un menu spécial pour Jérôme et Denise, 2 Romans installés à Londres qui ont découvert les viandes véganes au Royaume-Uni. Le but du jeu, deviner si les 5 plats préparés par notre chef sont véganes. Au menu, des saucisses véganes enroulées dans du bacon, lui aussi végane, un faux steak ou encore un curry au poulet végétal. C'est un curry massaman. C'est du faux poulet fait à base de soja, avec un peu de chance et la sauce qui le déguise. Ils vont se tromper. Notre chef a-t-elle réussi à tromper nos invités? Verdict. Alors, la texture est un peu plus molle. Je suis d'accord.
C'est pas du poulet. C'est pas du vrai poulet. Nos invités ne se sont pas fait piéger une seule fois. Leur constat, si certains produits comme le faux steak sont plutôt difficiles à avaler... Pour moi, ça le fait pas trop. Moi, je trouve pas ça très bon. C'est pas de la viande, ça c'est clair et net. D'autres, comme le poulet et les saucisses, prêtent à confusion et sont agréables en bouche. Le goût de la saucisse est vraiment... Goût de saucisse, ouais. Saucisse de veau. Ils ne sont pas convaincus pour autant de revoir leurs habitudes alimentaires. Je serais capable de peut-être faire... de faire fi du fait que c'est de la fausse viande avec le poulet. Mais en gros, je crois que je ne suis pas encore prête à adopter les viandes véganes. Je serais plutôt à réduire ma consommation de viande et manger plus de légumes. C'était très intéressant. Pour l'instant, moi, je ne remplacerai pas, en fait, que ce soit si c'est pour une tranche de viande. Non, il me faut une vraie tranche de viande. Ça, ce qu'on a eu, ça n'a pas remplacé la structure, le goût. Je préférais partir sur du tofu, partir sur du paneer. Des choses qui ne prétendent pas être autre chose en fait. Mais pour beaucoup, la priorité c'est de manger un produit plus sain que la viande et meilleur pour l'environnement. Cette chercheuse en nutrition à Londres, qui a analysé la valeur nutritionnelle de plus de 200 viandes véganes, pense que les consommateurs doivent faire attention. Il y a des éléments qui rendent ces produits moins sains que leurs homologues avec de la viande. La grande majorité des substituts de viande contiennent trop de sel, comme la version anglaise de cette escalope panée à la mozzarella et au pesto, un des best-sellers de Quorn. Cette escalope panée contient 1,5 g de sel. C'est 25% de l'apport journalier maximum en sel pour un adulte, et ça dans une seule escalope. Mais son constat n'est pas que négatif. Ces produits ont généralement moins d'impact sur l'environnement que la viande et certains substituts contiennent beaucoup moins de sel que d'autres. Ce n'est pas le cas de tous les produits. Quand on regarde toutes les saucisses sur le marché, par exemple, certaines ont 2 g de sel pour 100 g et d'autres n'en ont que la moitié. Il n'y a pas un besoin de mettre autant de sel dans ces produits pour leur texture ou leur durée de vie. Si des sociétés arrivent à le faire avec moins de sel, on appelle les autres à en faire autant. Pour fabriquer des produits plus sains, certaines startups poussent le concept des substituts véganes encore plus loin. Ça, c'est la poudre de Huel. C'est un repas complet, il y a 400 calories dedans, ça suffit pour vous remplir pour le reste de la journée. Cette poudre végétale de Huel est censée remplacer un repas entier. C'est aussi le cas de cette préparation lyophilisée végane, similaire à celle consommée par les astronautes. Vous mettez 2 cuillères de Huel dans votre plat. 1, 2, et vous mettez de l'eau chaude dessus et vous attendez 5 minutes. Cette start-up londonienne ultra branchée vend ses produits via son site web partout dans le monde et notamment en Suisse. Son pari, remplacer le fast-food traditionnel. La plupart de nos produits sont pratiques à manger et très complets. Ils contiennent toutes les graisses essentielles, les protéines, les carbohydrates requis par votre corps, ainsi qu'un cocktail de 27 vitamines et minéraux. L'équipe de chimistes qui développe ces produits met l'accent sur les nutriments, parfois au détriment du goût. Beaucoup d'ingrédients qu'on utilise ici ont mauvais goût. On doit faire beaucoup de sorcellerie avec les additifs quand on développe des nouveaux produits. On doit réussir à ajouter assez de saveur et cacher le mauvais goût de ces ingrédients de base. C'est un gros défi quand on crée des produits. Une idée radicale qui marche. La start-up a vendu plus de 200 millions de repas et a doublé cette année la taille de son équipe. Face aux chimistes, les cuisiniers n'ont qu'à bien se tenir. Le futur de l'alimentation dans les mains des chimistes. Tosca Olivi, ça vous inquiète un peu ? Moi, je pense que c'est bien déjà de voir justement cet engouement qu'il y a aujourd'hui pour les produits véganes et le fait qu'il y ait une conscience justement autour de ça, que ce soit environnemental ou au niveau du bien-être animal. S'il y a des produits qui sont faits aujourd'hui comme ça, c'est qu'il y a de la demande. Alors, on en parle en détail. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef vegan, vous publiez des recettes, vous donnez des cours à l'enseigne de Chef Tosca. Vous accueillez plutôt de manière favorable la multiplication de ces produits dans les grandes surfaces. Vous avez même collaboré avec Ikea sur leurs fameuses boulettes de viande qui sont désormais aussi véganes. Pour quelles raisons ?
Eh bien, parce que je trouve que ça crée vraiment une discussion autour des produits véganes. Ça les met en avant. Et déjà, il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de variétés de produits véganes. Moi, quand je suis devenue végane, j'allais dans les magasins il y a 5 ans, je trouvais juste du tofu. Et encore, c'était compliqué. Et aujourd'hui, ça met le sujet du vegan sur le devant de la scène. Et c'est cet élément-là, justement, qui est positif, de pouvoir déjà rendre la chose un peu plus facile pour certaines personnes qui n'aiment pas cuisiner comme moi. Ouais, ça facilite un petit peu la vie des véganes. En somme, presque paradoxalement, par rapport à ce que vous venez de dire, vous défendez une cuisine végane sans substitut, assez simple à faire, bonne. Pour nous prouver que c'est possible, vous nous avez apporté une quiche, un curry et une mousse au chocolat. On commence par la quiche. Sans œufs, comment est-ce que vous faites, par exemple? Exactement. Donc ici, j'ai remplacé les œufs par plusieurs ingrédients. Donc j'ai mélangé du tofu, des pois chiches, du curcuma pour la couleur, donc voilà, pour que ça donne cet aspect comme si c'était des œufs. Et j'ai utilisé un sel soufré qui s'appelle le kalanamak. Donc c'est pour remplacer en fait le goût de l'œuf dans les différentes préparations végétales qu'on peut voir. Et le fromage? Et le fromage, c'est à base de noix de cajou. Donc ça, je le fais moi-même. On peut aussi le trouver... C'est pas très local, hein? C'est pas la priorité? Disons que l'effet négatif au niveau de l'environnement, il est moindre, même si c'est des aliments qui viennent de loin. Un curry, alors bon, là, on peut assez facilement imaginer comment on fait un curry vegan. Par contre, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on cuisine sans produits d'origine animale pour avoir tous les nutriments nécessaires? Donc, il faut faire attention à bien remplacer, par exemple, la protéine. Ici, je l'ai remplacée avec du tempeh. Donc, c'est du soja qui contient beaucoup de protéines. Il faut aussi des légumes et des féculents. Donc, il faut vraiment faire attention à avoir un plat équilibré. Et surtout, d'une personne à l'autre, il faut supplémenter. Voilà, on précise justement qu'en général, avec un régime vegan, il faut prendre des vitamines B12 en complément. On termine d'un mot encore avec le dessert, mousse au chocolat, à la place des œufs. Du lait, de la crème, qu'est-ce que vous mettez? J'ai utilisé de l'aquafaba. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'aquafaba? Oui, je pense que c'est l'eau de trempage des pois chiches, peut-être. Voilà, exactement. Donc, c'est l'eau de cuisson des pois chiches qu'on peut faire monter en neige, en fait, comme des blancs d'œufs. Et donc, on va utiliser ça à la place et ça donne une mousse très légère qu'on peut mélanger avec du chocolat, comme une mousse au chocolat normale au final. Merci beaucoup, Tosca Olivier. Merci beaucoup, merci à vous. Très bonne soirée à vous. Et vous trouverez recettes et compléments d'interviews sur notre site ou sur notre page Facebook. Une mise en garde sous forme de reportage maintenant. Ces petites piles, on en a presque tous dans nos tiroirs. Elles n'ont l'air de rien et pourtant elles présentent un danger mortel pour les enfants en cas d'ingestion. Pas simplement parce qu'ils risquent de s'étouffer, mais en raison de réactions chimiques tout à fait spectaculaires. L'enquête de nos collègues de RSI, adaptée par Claudio Personeni. Et attention, certaines images sont difficiles. Là, elle venait d'être opérée pendant 8 heures. Elle est restée dans le coma 2 semaines. Il était 2 heures du matin, elle avait mal. Elle ne respirait pas de manière autonome. Elle recevait de l'oxygène. Ça, c'est la pile bouton qu'Alissa a avalée. Ça lui a troué l'œsophage et la trachée. Alissa avait à peine 20 mois. La pile se trouvait dans la commode de la chambre de sa maman. Mais ce n'était pas n'importe quelle pile, c'était une pile au lithium. Quand je suis rentrée dans la chambre, Alissa avait déjà de la bave qui coulait de sa bouche. Ça se voyait qu'elle n'allait pas bien, elle avait les yeux révulsés. Alors j'ai pensé qu'elle s'étouffait, que je devais appeler mon mari et lui dire qu'elle avait avalé une pile bouton et qu'elle était en train de mourir. L'enfant est transporté d'urgence à l'hôpital, mais extraire la pile n'a pas été facile. La pile était coincée dans l'œsophage depuis 3 heures. Ils essayaient de l'enlever, mais ils n'y arrivaient pas. Elle s'était carrément collée.
Ils ont essayé plusieurs fois et c'est seulement après une énième intervention qu'ils ont réussi. Malheureusement, la trachée aussi avait été atteinte. Si une pile reste coincée pendant 2 heures, la principale issue, c'est une perforation. Et dans la région de la aorte, cela peut être mortel. Pour comprendre ce qui s'est passé, mettons une pile-bouton au lithium au contact d'un tissu organique. En très peu de temps, voilà le résultat. Un autre petit patient en a été la victime. On a fait une radio et ce qui nous a le plus stressé, c'est de voir qu'elle commençait à se corroder. Vous voyez là, il manque déjà des morceaux. On a immédiatement emmené l'enfant en salle d'opération pour une arthroscopie. Et voilà ce qu'on a découvert. Un œsophage dévasté. Il y avait une zone nécrosée. Nous avons réussi à enlever complètement la pile et on a constaté que les signes de corrosion étaient évidents. Le pôle négatif de la pile s'était déjà détaché. Est-ce que les parents savent que les piles-boutons sont aussi dangereuses? Et dans combien d'objets on peut les trouver? Non, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y en a dans certains objets, mais je ne sais pas combien j'en ai à la maison. Paola est maman de 2 enfants de 7 mois et 2 ans et demi, un âge où on met tout à la bouche. Là, il y en a une. Là, voilà. Ici, une autre. Dans les clés de la voiture, dans une balance et même dans un tiroir de la cuisine. En théorie, Matteo n'arrive pas à les atteindre, mais on ne sait jamais. Là, on sait, il y arrive sans problème. Pas de problème non plus pour la balance, il réussit même à en extraire la pile. Idem avec les bougies de Noël, c'est même encore plus facile. Le problème, c'est que ces objets ne sont pas tous considérés comme des jouets qui doivent répondre à certaines normes, comme le révèle l'Institut italien de sécurité des jouets. Dans le cas des piles-boutons, du type de celles qu'un enfant peut potentiellement ingérer, les normes exigent que le réceptacle de la pile soit fermé avec une vis, ou qu'il ne soit possible de l'ouvrir qu'avec un double mouvement complexe. Et surtout, les piles doivent être réellement inaccessibles, même à la suite de chocs répétés que pourrait leur infliger un enfant. La sécurité des piles-boutons passe aussi par l'emballage. Et là, il y en a des mauvais, alors que d'autres excellent en rajoutant un répulsif pour les papilles des enfants. On les goûte? Si tu y tiens. Ça a vraiment mauvais goût. Un mauvais goût qui aurait peut-être évité bien des souffrances à Alissa. 8 années ont passé. Après plus de 70 opérations, Alissa a encore des difficultés à manger et à respirer. Wenn ich esse, dann manchmal bleibt's stecken, aber manchmal kriege ich sehr schnell runter oder hoch und sonst muss man ins Spital. Ich weiß noch, wie das ist, weil ich noch mega viel im Spital war und manchmal denke ich mir, es ist okay, weil ich weiß, was passiert und ich darf nicht falsch denken, zum Beispiel. Ich wünsche, dass das, wenn ich noch mal gehe, das letzte Mal ist. Ce n'est qu'une petite pile, mais elle peut être mortelle. Alissa a eu beaucoup de chance. Et elle a aussi beaucoup de rêves. Also, ich will ein großes Haus haben mit viel Tieren und viel Freunde. Und es darf dort nie langweilig sein.
Ja, ich will Ärztin werden oder Tierärztin. Précisons encore que le Conseil national a récemment demandé au gouvernement d'étudier les mesures qui pourraient permettre de réduire les risques liés à ces piles. Une histoire maintenant dont l'une de nos jeunes téléspectatrices fait les frais. Loïse a travaillé dur pour s'offrir un scooter électrique, un engin avec lequel elle n'a eu que des misères. Johanna Commange et Malik Melli. Loïse est une collégienne de 18 ans. Elle habite chez ses parents à Saint-Aubin, une petite localité de la Broye fribourgeoise. La jeune fille étudie au collège de Payerne, situé à une dizaine de kilomètres. Et ce n'est pas toujours évident pour y aller. En transport en commun, ça donne quoi? Jusqu'à 1 heure pour pouvoir y aller. Alors que en voiture ou en scoot, c'est à 15 minutes, même pas. À la campagne, les bus et les trains, c'est donc parfois un peu compliqué. Pour gagner en autonomie, Loïse opte pour l'achat d'un scooter, mais pas n'importe lequel. J'avais déjà vu les scooters électriques, puis je me suis dit ça c'est tip top, ça c'est écologique, c'est pas moi qui vais payer l'essence, c'est les parents qui payent l'électricité. Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à cet argument. C'est quand même plus simple. C'est qui a sonné? C'était le facteur. C'est un micro. Un choix salué par la maman de Loïse et par toute sa famille. Car chez les Wilde, ça fait longtemps qu'on est sensible aux préoccupations écologiques. On essaye depuis de nombreuses années de veiller à avoir des véhicules qui polluent le moins possible. On a conduit une voiture au gaz naturel, et puis maintenant, un de nos 2 véhicules principaux, c'est une Twizy, donc un petit véhicule électrique. Donc oui, et puis nos enfants ont grandi dans cette sensibilité-là. Et c'est au magasin Landy d'Avanches que Loïse tombe sur le scooter de ses rêves. Depuis quelques années, le distributeur proche des milieux agricoles et qui compte 270 magasins en Suisse propose des vélos et des scooters électriques. Et tu l'as payé combien? Je l'ai payé 4 000, enfin 3 990, mais ouais. 4 000 francs? Oui. Et qui c'est qui l'a payé? C'est moi qui l'ai payé. Comment t'as fait? Du coup, j'ai économisé, j'ai travaillé pendant l'été pour pouvoir avoir tout cet argent. Et puis, on est arrivé à la Landy et j'ai fait, tenez, 4 000 francs. C'était le seul endroit où j'avais trouvé un scooter électrique, en fait. Je me suis dit, c'est suisse, ça doit être cool. Landy, il n'y a pas plus suisse. Mais le scooter, lui, est bel et bien chinois, de la marque Vengo. En 2016, lors du lancement des ventes chez Landy, le grand patron en personne le dévoila en grande pompe. Une autonomie de 60 à 75 km, 80 km/h, bref, un petit bijou de scooter, et ce n'est pas tout. Sur le site internet de Landy Suisse, on peut accéder à une carte où sont répertoriés tous les garages qui travaillent cette marque-là. Alors, c'était pas super proche, ça aurait été Yverdon ou Kartsurf, quand même atteignable avec l'autonomie du scooter. Et la première fois qu'on s'est présenté au garage de Kartsurf, ils nous ont dit « Ouh là là, mais ça, on ne touche pas ». Donc, c'était une première déconvenue. On est retourné à la succursale et ils nous ont dit « Non, non, effectivement, on doit l'envoyer à la centrale, on l'embarque par camion, etc. Ça prend 10 jours, 2 semaines. » Hélas, la suite de l'histoire, c'est un incroyable enchaînement de pannes. Le scooter a été acheté en septembre 2019. 2 mois plus tard, les ennuis commencent. On a constaté qu'il y avait des soucis donc, au niveau du tableau de bord. Qu'est-ce qu'il avait, le tableau de bord? Après la première fois où il était exposé à la pluie, il a commencé à prendre l'eau. Novembre 2019, sur la fiche de réparation, Landy le reconnaît, le tableau de bord n'est pas étanche. 8 mois plus tard, rebelote. Et puis ensuite, il a recommencé à montrer des problèmes. Ce n'était pas des infiltrations d'eau, ça. Les fois suivantes, c'était des informations qui n'apparaissaient plus. Comme par exemple? Comme par exemple les kilomètres-heure, comme l'autonomie de la batterie. Un compteur qui n'affiche plus la vitesse, une batterie annoncée vide alors qu'elle est pleine. Le tableau de bord joue méchamment des siennes et c'est un jeu dangereux. Oui, ça m'a inquiétée. Donc, on a encore une fois demandé à ce qu'il fasse quelque chose pour ce scooter. Donc, il a été changé. Celui que vous voyez là, ce n'est pas celui d'origine. C'est le 2e véhicule qu'ils nous ont donné en remplacement du premier. Vous deviez être soulagé. Vous vous êtes dit, bon, cette fois, ça va marcher. Exactement. Et non. Et non, les mêmes problèmes ont commencé à apparaître.
Même avec un scooter flambant neuf, le tableau de bord continue ses fantaisies. La famille Wild en a un peu assez de passer d'une réparation à l'autre. La maman écrit donc à Landy pour exiger un remboursement. À la 4e panne, c'en est trop. Et toujours à cause du tableau de bord qui déraille. À bout de patience, la famille transmet le dossier à sa protection juridique, sans grand succès. Et puis là, fin de non-recevoir, ils nous ont dit « Ah mais on l'a réparé, c'est tout bon, on a fait des tests ». Dans sa réponse, Landy refuse catégoriquement tout remboursement, même partiel. Le distributeur se fonde sur les conditions contractuelles applicables, lesquelles prévoient uniquement la réparation à titre de garantie. La confiance est rompue. Moi, je ne peux pas envoyer ma fille sur la route avec un véhicule dont on ne sait jamais à quel moment il va lâcher au niveau des informations qu'il envoie. En dernier ressort, l'avocat de la protection juridique propose carrément à Madame Wild de se débarrasser du scooter en le revendant. Ouais, mais en mon âme et conscience, c'est pas tellement possible. Sachant qu'il n'allait pas, qu'il présentait régulièrement ses avaries, non. Vous auriez pu vous débarrasser du problème? Ouais, filer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Non, oui, bien sûr, mais non. C'est pas correct. Enfin, éthiquement, ça tient pas la route. La belle promesse de Landy, un scooter électrique de grande qualité à un prix exceptionnel, est loin d'être tenue. Panne à répétition, aller-retour incessant au magasin et réparation en cascade. Si vous aviez les gens de Landy en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? La première chose que je demanderais, c'est un remboursement partiel qui corresponde à la valeur du véhicule s'il était fonctionnel. La deuxième chose que je demanderais, étant donné qu'il ne fonctionne pas, ce serait de nous en débarrasser. Je ne vais pas débarquer à la déchetterie de Saint-Aubin avec ce scooter. C'est vrai, Loïs se retrouve avec un véhicule qui ne lui sert plus à grand-chose. On l'a désimmatriculé, on le garde dans notre local technique et puis voilà. Il sert à rien en fait? Ben non, à rien du tout. Je trouve ça assez injuste, en particulier pour ma fille qui a mis les économies de ses 16 ans, elle a travaillé pour pouvoir acheter ce scooter. Et ouais, un sentiment d'être un peu floué. Privée de son beau scooter, la jeune collégienne a donc dû se résoudre à trouver d'autres solutions pour se déplacer. Je me suis dépêchée de faire mon permis pour pouvoir avoir la voiture et puis pouvoir avoir de nouveau mon indépendance. Mais la voiture, elle n'est pas électrique. Bah non, du coup pas. Chez Landy, on a quand même réalisé que ces scooters Vengo posaient peut-être un petit problème. Sur le site internet du distributeur, ils ne sont aujourd'hui plus disponibles à la vente. Landy qui précise que les scooters Vengo restent en vente dans leur magasin physique et qui nous écrit « Nos conditions générales de vente prévoient lorsque c'est possible que les produits soient réparés ou éventuellement remplacés. Dans ce cas précis, nous nous sommes montrés complaisants envers la cliente et malgré la possibilité de réparation, nous avons remplacé le scooter par un nouveau. En revanche, pas de remboursement en vue. Vous êtes informés, à vous de choisir.